Eh bien voilà, nous sommes en direct pour cette émission spéciale. Je suis en compagnie de Dominique Duquesnoy, qui est le directeur général de Performance. Pourquoi cette émission spéciale vous avez mis comme thème « L'entreprise de demain peut-elle être désirable ?» Bonjour à tous. Donc, nous vivons depuis quelques années des transformations numériques, intelligence artificielle, ubérisation, mondialisation, transition écologique. On se pose des questions sur le bien-être au travail aujourd'hui et on pensait qu'il était bon et c'était le bon moment de se poser des vraies questions et d'être éclairé par des scientifiques, des spécialistes du monde de l'emploi. Qu'est-ce qui se joue pour nous aujourd'hui, nous en tant qu'individus? Quelle est notre place au travail? Quelle est notre relation avec l'employeur? Peut-on évoluer sereinement et durablement dans l'entreprise? C'est toutes ces questions qui sont peut-être des évidences, mais un éclairage est le bienvenu. Surtout dans ce monde qui bouge actuellement. Dans ce monde qui bouge, effectivement. Et on va retrouver tout de suite nos invités. C'est parti. Soyez les bienvenus dans ce rendez-vous en direct. Comme vous avez pu le constater, juste pour le décor, on a pris nos distances. C'est pour ça qu'on travaille sans masque aujourd'hui, mais il y a des plaques de plexi, tout va bien. Et c'est ce que nous avons voulu mettre en place. On va parler d'impertinence avec vous. Emmanuelle Joseph Daly, bonjour. Bonjour Michel. Anthropologue, directrice du lab recherche et prospective du cabinet Juliette Sterwen et également auteur du livre « Les talents cachés de votre cerveau au travail ». J'adore cette idée, déjà. Vous parlez de ces nouveaux salariés finalement impertinents, mais vous parlez d'impertinence raisonnée, élégante. Oui, on va parler ensemble d'impertinence raisonnée et élégante, puisque c'est la seule façon pour que l'impertinence soit entendue, qu'elle soit exprimée avec tact, avec subtilité, en essayant de tordre le système, mais sans jamais le casser, sans abîmer surtout la relation, pour toujours garder cette harmonie de la relation en la mettant parfois un petit peu sous tension néanmoins. Alors tout à l'heure, on va évoquer cette impertinence, quel comportement, etc. Je vous poserai la question, mais je pense qu'avec la crise que nous rencontrons, on est peut-être devenu un petit peu plus impertinent que d'habitude. On va voir. Vous voulez vous présenter Livia Baillet-Michel. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour. Chercheure, doctorante en robotique sociale, manager au sein du cabinet Juliette Sterwen. J'aime beaucoup l'association des deux mots, je vous le dis tout de suite, robotique et sociale. Alors, ça c'est une grande question. On va le voir. Hein. Mais l'IA et les robots vont-ils révolutionner notre façon de travailler ? Alors, révolutionner, je ne sais pas forcément encore, mais on va voir ensemble en quoi, si on réfléchit aux usages utiles et bénéfiques pour les collaborateurs au sein de l'entreprise, en quoi ça pourrait contribuer aussi à une forme de qualité de vie au travail. Bien entendu, on va vous détailler tout cela, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Jean Pralon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de GRH à l'EM Normandie. On va parler de ce monde d'après. Cette expression, on pourrait faire un débat, cette expression. Mais j'ai envie de vous poser la question plus directe. Est-ce qu'il y aura des carrières professionnelles d'après ? Alors bien sûr que oui, pas forcément les mêmes. Et l'idée de carrière semble très datée, elle a un peu du plomb dans l'aile, elle semble appartenir au monde d'avant. Et pourtant, je pense, et je vais essayer de vous démontrer qu'elle appartient au monde d'après. Et pour en parler, on parlera carburateur, natation et peut-être la différence entre les Pyrénées et les Alpes, mais c'est pas sûr. Voilà, vous avez été prévenus. Premier thème en direct de cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions. Il y a un chat, on va les récupérer et on essaiera d'y répondre, bien entendu. On commence par cette question. L'impertinence fait-elle bon ménage avec l'entreprise ? C'est parti. Une entreprise désirable est composée d'hommes et de femmes bienveillants, agiles, impliqués et ayant l'envie de faire, envie de se réaliser. D'où cette myriade de profils qui composent nos entreprises aujourd'hui. Mais la crise est passée par là, je le disais tout à l'heure. Nous avons certainement changé, nous exigeons plus de notre entreprise. À l'opposé, l'entreprise a besoin peut-être de nouveaux talents, on va l'évoquer, et peut-être des talents impertinents. Oui, où est-ce que je vais en venir, Emmanuel ? Alors, on pourrait parler d'impertinence, d'esprit critique. On va partir sur le point de départ.
pour vous, l'impertinence doit être raisonnée et élégante. Mais de quoi on parle précisément ? Dans son acception classique, l'impertinence, c'est ce qui n'est pas souhaitable, c'est ce qui n'est pas pertinent. Donc c'est ce qu'on n'a pas envie de voir, ce qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est quasiment une fausse route. Et pourtant, si on y réfléchit en entreprise, l'impertinence, c'est loin d'être une absence de pertinence. C'est une manière de, Gérard Bronner, le sociologue, disait négocier avec le monde, ce qui va se rapprocher de l'esprit critique aussi. C'est une manière de questionner un système. C'est une manière aussi de faire du feedback, ascendant, descendant, sur le côté, de questionner un ordre établi, une norme, de ne pas se plier à une certaine forme de conformisme aussi. Ça peut être une voie dissidente. Mais on sait qu'en entreprise, pour être entendu, il faut avoir cette raison associée à l'impertinence. Il ne faut pas que l'impertinence soit juste une arrogance, sinon c'est juste une expression émotionnelle. C'est souvent perçu comme ça. Et l'impertinent est le fier de sa personne, l'arrogant au service. C'est justement toute la question. C'est d'allier impertinence et raison, que l'impertinence vienne au bon moment, qu'elle sache toucher la bonne personne au bon moment, en comprenant le système, aussi en comprenant les codes du système. Ouais. On va voir après du côté entreprise, mais d'abord pour essayer d'aller un tout petit peu plus loin sur ces impertinents, quel est leur profil, leur comportement dans l'entreprise ? Alors justement, l'impertinent élégant, l'impertinent raisonné, il connaît les codes, il connaît son organisation, il connaît la politique aussi de son organisation, il sait comprendre le système dans son ensemble de manière holistique. Sinon, il ne pourrait pas exprimer cette impertinence. Elle serait juste perçue comme de l'arrogance et elle romprait la relation. Et rompre la relation, ça ne mène à rien. C'est-à-dire que le profil impertinent n'a pas intérêt à rompre cette relation. Il a intérêt à faire passer son propos de manière subtile. Il a également dans son profil une ouverture, une curiosité, une aptitude aussi à taquiner la ligne en quelque sorte, savoir jouer avec les lignes, avec les barrières, avec les frontières, et il n'est pas résigné face à une situation qui ne lui convient pas. Il sait l'adresser, et il sait l'adresser dans la régulation émotionnelle, c'est-à-dire en gardant conscience de son émotion et de l'émotion qu'il génère chez l'autre. C'est ce qui va faire toute la différence entre un impertinent arrogant et un impertinent élégant. Ouais. Ça me fait penser que quelque part, cet impertinent, il est doué d'une intelligence incroyable quand même. Hein, parce que le sens de la répartie, le sens de bouger les lignes, justement, il n'empêche qu'à force de bouger les lignes, moi je me mets dans l'entreprise, vous me dites que, moi je trouve que c'est difficile à gérer au quotidien, mais peut-être que je me trompe, vous me dites que l'impertinence, ou plutôt l'esprit d'équipe, est un atout pour l'entreprise. Alors l'esprit critique est évidemment un atout, c'est devenu d'ailleurs un élément référentiel de compétences, c'est-à-dire que c'est devenu une posture très à la mode des référentiels de compétences, managériaux ou autres dans l'entreprise. Ça fait partie des compétences du 21e siècle énoncées par le World Economic Forum, donc toutes les entreprises parlent maintenant d'esprit critique. C'est devenu une posture désirable intellectuellement. La question est-ce que c'est une posture désirable dans les faits ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt à accepter le revers de la médaille de cet esprit critique, à savoir que quand on a un esprit critique, mais je vais pousser encore plus loin, c'est-à-dire quand on est un impertinent raisonné, on va casser certains codes, ne pas respecter certaines règles, et la question est-ce que l'entreprise est prête à accepter ça ? C'est-à-dire demande un esprit critique, un esprit qui va challenger, mais est-ce que le système est prêt à l'accueillir, cet esprit critique ? Ça c'est une autre question. Donc intellectuellement, on en a envie. En pratique, ça peut être bien compliqué. Et pour que ça soit un atout, pour que cette impertinence raisonnée elle devienne un atout, c'est tout le système qui doit l'incorporer comme un atout pour que on puisse l'admettre à tous les échelons de la hiérarchie comme une posture d'exemplarité. C'est-à-dire l'impertinence, c'est à la fois quelque chose qu'on peut avoir comme posture, mais qu'on doit aussi recevoir. Il faut savoir recevoir l'impertinence de l'autre. Ouais. Et du coup, c'est toute une culture organisationnelle. Pour jouer sur les mots, en préparant ce rendez-vous, vous me disiez que Louis Gallois, quand on ne nous présente plus, lui utilisait le terme d'impertinence constructive. L'impertinence constructive, c'est proche de l'impertinence raisonnée. C'est une impertinence qui va construire, qui va chercher à bâtir. Il entendait par impertinence constructive quelque chose de l'ordre de l'esprit critique. Savoir prendre la parole en public, savoir exprimer un désaccord, savoir négocier sur un sujet de manière harmonieuse. Et j'irai encore plus loin, c'est que l'impertinence
peut-être tel qu'il l'entendait, mais je ne veux pas lui prêter des pensées. En tout cas, j'ai la conviction que l'impertinence élégante, ça serait aussi savoir être en désaccord, même en désaccord vif, tout en restant en lien, en relation. Et c'est quelque chose qu'on sait encore très mal faire en entreprise. C'est clair, mais est-ce qu'on peut dire que finalement l'impertinence peut, dans certains cas, ou est un moyen de faire bouger les lignes dans l'entreprise, sachant qu'elles sont toutes en pleine transformation actuellement? Et que l'entreprise est une telle masse qu'elle a évidemment besoin d'éléments perturbateurs qui fassent évoluer les lignes, qui les taquinent. J'aime bien cette idée de taquiner la ligne. Pour l'impertinence, ça veut dire qu'il sait la toucher, l'effleurer, la pousser un peu. Il sait l'endroit où il faut arrêter de pousser pour qu'il n'y ait pas une distorsion non plus du système, c'est-à-dire pour continuer à être entendu. Mais il faut une dose d'effronterie, de hardiesse, d'audace pour oser dans les entreprises qui sont les nôtres, qui ont une certaine rigidité, qui ont une hiérarchie qui reste très lourde, même si c'est en évolution ces dernières années. Donc pour bousculer les codes, il faut avoir cette hardiesse. Et néanmoins, on a une limite, c'est qu'on est prêt à accepter l'impertinence quand on voit la lumière au bout du tunnel. C'est un peu comme dans la parentalité. On est prêt à accepter l'impertinence de nos enfants quand on se dit qu'on va on va accompagner des esprits libres, des esprits audacieux. De futurs génies aussi. De futurs génies, exactement. Non, en tout cas, le souci de la lumière au bout du tunnel, c'est que l'innovation, la créativité, c'est un pari. C'est un pari, c'est une prise de risque. On ne peut pas être dans cette acceptation de l'impertinence en ayant une garantie qu'au bout du tunnel, il y aura quelque chose, parce qu'au bout du tunnel, il n'y a pas forcément quelque chose. J'entends ce que vous dites, je comprends. Je me pose quand même la question, je suis patron, dirigeant d'une entreprise, est-ce que je vais embaucher un impertinent? En 2 mots, est-ce qu'il va s'adapter à la culture de ma boîte? Ou est-ce que ça va être un parasite finalement? Comment est-il accepté finalement cet impertinent par sa hiérarchie? Alors je reviens sur C'est très français en même temps ce que je vous dis. C'est pour ça que je vais revenir sur la notion d'impertinence raisonnée et élégante. On n'est pas sur de l'insolence, on n'est pas sur une idée d'arrogance, on est sur une idée de confronter un système, c'est-à-dire de ne pas accepter forcément un ordre établi, une sclérose, un immobilisme, ne pas accepter des règles qui n'ont pas forcément lieu d'être, des processus qui pourraient être revus. Et ça crée des tensions. Évidemment, le manager se questionne sur cet impertinent. D'une part parce que lui a accepté ces échelons hiérarchiques. Souvent, il s'est plié au code, il s'est plié à ces règles-là, il s'est plié à ces protocoles qui étaient lourds, qu'il a accepté souvent en faisant bonne fortune, bon cœur, en se disant bon bah voilà, je vais grimper dans les échelons hiérarchiques, parce que c'est ça la règle en France encore. C'est-à-dire que pour progresser dans une organisation, il faut monter dans une hiérarchie. Et quand on monte dans la hiérarchie, ça s'associe de codes. Donc lui-même, le manager, a accepté ces codes-là. Donc souvent, il entend bien que cette nouvelle recrue les accepte également. Mais en même temps, il a une seconde crainte, une seconde interrogation, c'est est-ce que le profil impertinent raisonné ne va pas casser l'harmonie de mon équipe? Ça reste une préoccupation majeure dans les entreprises. Et une des réponses, c'est il ne cassera pas l'harmonie si on apprend à être en désaccord tout en restant en lien. C'est une caractéristique aussi, c'est un homme ou une femme libre. Il faut accepter cette liberté parce que ça veut dire que la personne s'épanouit au travail et je pense qu'elle peut donner le meilleur. On va continuer parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, Emmanuel, c'est comment une entreprise décèle dans un candidat son impertinence, une impertinence raisonnée, élégante. Comment on fait? Il y a des tests, comment ça se passe? Ça se passe dès le début, en fait, dès le recrutement, dès le premier contact. Ça se passe même, finalement, dans le cahier des charges qui est donné au cabinet de chasse qui recrute, le cas échéant, de pouvoir ouvrir la porte à ce type de profil, de pouvoir sentir aussi ce qu'il en est, la manière dont le candidat va questionner, challenger, poser des questions aussi sur ce qui l'importe et ne pas taire les questions qui l'importent, comme ça a très souvent été le cas en entretien d'embauche, où on taisait un certain nombre de questions pourtant essentielles pour nous parce que ça ne se faisait pas. Comment je peux devenir impertinent, raisonné et élégant? Il y a une compétence première qui est de l'ordre de la régulation émotionnelle quand on est un impertinent élégant. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience de l'articulation émotion, pensée, action. La manière dont l'émotion me vient et ce que j'en fais derrière. Il faut être en mesure de maîtriser cette articulation-là aussi. Ça, c'est essentiel, c'est la base. Il faut savoir
avoir une certaine maîtrise de soi dans les situations de tension, voire de stress, parce que l'impertinence élégance va générer cette tension, une sorte de moment un peu qui plane, qui va être potentiellement un petit peu désagréable, il va nous falloir savoir l'absorber, rebondir derrière ce moment aussi. Et puis l'impertinence élégance, ça demande aussi beaucoup de préparation, c'est-à-dire ça demande une préparation fine, une compréhension du contexte, des jeux d'acteurs, de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible à un instant T. Donc c'est vraiment travailler l'intelligence de soi et l'intelligence de l'autre. Et vous conviendrez, est-ce qu'on est plus impertinent actuellement du fait que l'on vit, je dirais, dans des conditions un peu particulières, on est souvent chez soi, parce qu'on travaille chez soi, on a des contraintes, mais c'est comme ça. Est-ce qu'on devient du coup plus impertinent et plus exigeant vis-à-vis de son entreprise? Alors c'est difficile C'est de difficile savoir. à mesurer, vous me direz, mais bon. C'est difficile à mesurer, puis c'est difficile de savoir ce qui se joue exactement dans cette crise par rapport à cette impertinence, cette compétence d'impertinence élégante. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux axes. D'une part, la crise nous pousse potentiellement en insécurité psychologique, donc réfrène peut-être un peu cette capacité à être soi, cette liberté qu'on aurait envie de se donner. En même temps qu'elle augmente la mauvaise humeur. Et qu'elle augmente aussi l'envie de se dire que finalement on a envie d'être libre, qu'on a envie de pousser justement ce système-là, qu'on a envie de ne pas s'y plier parce que potentiellement la vie est courte, parce qu'on veut pouvoir jouir de ses libertés. Donc on est peut-être face à cette contradiction-là. Ouais, vous êtes d'accord avec moi pour dire que s'il n'y a que des impertinents dans l'entreprise, c'est ingérable. Alors, on n'a pas tous vocation, tout le monde n'a pas vocation à devenir un impertinent raisonné. Il faut une mixité, une représentativité dans l'entreprise. Néanmoins, une ouverture de la liberté de parole, de la liberté d'expression, une acceptation de l'autre dans son propos, dans la manière dont il a envie de faire passer les messages, quelque chose d'important. Et puis aussi la mesure du risque du silence, parce que l'impertinence, ça peut aussi être un silence, et ça rebondit sur ce que vous mentionniez tout à l'heure. L'impertinence peut aussi être de se taire à un moment phare, comme l'impertinence peut être de dire à un moment phare, dans l'exemple de la fable d'Andersen du roi est nu, où on mentionne voilà, tout d'un coup ce que tout le monde veut taire. Ouais, complètement. En tout cas, on a bien compris, c'est un atout. Et que je pense que cette nouvelle génération, ou même les nôtres, par rapport à ce que l'on vit, on est en train de changer nos comportements. De tout temps, c'est-à-dire que ce n'est pas propre aux nouvelles générations. Il y a toujours eu cette notion d'impertinence raisonnée. Le challenge des nouvelles générations va être d'apprendre à dompter cette impertinence, en faire quelque chose de constructif. Ouais, et un véritable atout, comme vous le disiez tout à l'heure. Ça vous inspire, peut-être Jean Pralong, vous qui êtes sur la carrière de demain, là on va en parler du profil. Oui. Mais c'est intéressant. Je pensais à un texte de Compasson qui fait la différence entre le résistant et le résisteur. Et en disant ça, il s'en prend à Michel Crozier. L'héritage de Michel Crozier, un peu malgré lui, c'est la résistance au changement, qui est un concept qui a eu beaucoup de succès et qui a fait beaucoup de calamités dans les entreprises. Et dans ce texte, ils font la différence entre résistant et résisteur. Le résisteur, c'est celui que tu décris, c'est celui qui va, pour des raisons politiques et l'intelligence situationnelle, proposer autre chose. Et le texte se termine de façon assez amusante. Ils disent, quand des résisteurs ont exposé une solution alternative, qu'ils l'ont expliquée de façon claire, précise, défendable, et que ce sont les dirigeants qui persistent dans la version qu'ils avaient initialement, les vrais résistants au changement, ce sont les dirigeants et pas les salariés qui acceptent, qui refusent l'alternative. J'ai une question là, comment peut-on tester l'impertinence lors d'un recrutement? Je crois qu'on y a un petit peu répondu tout à l'heure, mais c'est le premier contact qui en dit long, si j'ose dire, sur le candidat. Le premier contact, la manière dont peut-être il va questionner un système établi alors qu'on s'attendrait à ce qu'il ne le questionne absolument pas, puisqu'il n'est pas encore embauché. Ouais. Parce qu'on me dit, est-ce qu'il faut le challenger avec des questions? Vous inspirez ce qu'on vient de dire? Parce qu'après, ça va être à vous. Hein. Tout à fait. Oui, non, je trouve important justement de travailler sur l'humain et son originalité, sa créativité, et comment on peut marier les différentes créativités des uns et des autres. Et voilà, on verra que c'est ce qui fait la différence aussi avec la machine. Donc surtout gardons cet esprit critique et développons-le, c'est vraiment important. Ben justement, c'est le deuxième grand thème de cette émission. L'IA et les robots rendent-ils l'entreprise plus désirable? Et l'impertinence des robots. Et l'impertinence des robots. On en parle tout de suite. Je n'y fais pas moi au S de performance.
performance. Et si les robots liés à l'intelligence artificielle pouvaient contribuer à rendre les entreprises plus attractives, peut-être, mais comment? Et puis plusieurs questions se posent sur la place de l'humain. Déjà, on l'a vu qu'il devient de plus en plus impertinent. Alors donc, quelle place pour lui au milieu de ces nouvelles technologies? Autant de questions que je voulais vous poser, Livia Bailly-Michel. D'abord, on parle de quoi quand on parle d'IA et de robots? D'abord, est-ce qu'il y a une différence? Juste éclairez-nous un tout petit peu là-dessus. Oui, c'est vrai, parce que dans le langage courant, on associe souvent les deux ensemble et il y a beaucoup d'amalgames, plus la science-fiction aussi qui nous influence et qui nous ramène plein de représentations. De façon concrète, en fait, l'IA va être une partie informatique, elle n'est pas visible. Parce que souvent on représente l'IA par des robots du coup quand on veut faire des schémas ou des diagrammes. Donc l'IA est composée de 3 éléments, des données, donc des données qui peuvent être des chiffres, des mots, des images, qui vont être captées donc par des logiciels, des caméras, des textes. Ces données vont être traitées par des algorithmes. Donc on va parler, vous avez entendu parler de machine learning, donc des algorithmes qui vont être capables au fur et à mesure d'être de plus en plus précis dans leur traitement de ces données. Et donc on a des processeurs qui vont être plus ou moins puissants. Donc l'IA, c'est pas nouveau, ça existe déjà depuis les années 70. Ah oui. Oui, tout à fait. Et on l'a déjà dans notre... C'est ce que j'avais vous demander. Vous avez des exemples concrets de l'IA, peut-être à notre service? Exactement. C'est-à-dire que je pense, je ne sais pas si tous les gens qui nous écoutent se sont déjà rendus compte, mais vous avez de l'IA déjà dans votre quotidien. Si vous avez utilisé un GPS récemment, sans donner de marque, ça fonctionne avec de l'IA. Si vous avez commandé un livre récemment sur une plateforme en ligne et qu'on vous a suggéré un autre ouvrage qui pourrait vous plaire du même type, c'est aussi une IA qui est venue analyser votre parcours client. Dans votre traitement de texte, on n'y pense pas toujours, mais dans le monde de l'entreprise, maintenant dans Word, vous avez des suggestions de correction et de mots, et ça aussi c'est de l'IA concrète. Donc les choix de films, les choix de livres, et dans les tests performance, puisqu'on est là aussi pour une journée performance, vous avez bien sûr aussi de l'IA qui va vous aider à prendre des décisions, faire des suggestions. Et pourtant, ce qui est curieux, on va en parler sur l'acceptabilité finalement de ces technologies chez l'humain, mais la question qui se pose, et vous l'avez évoqué, les Français on a très peur des robots humanoïdes notamment, et je vais plus loin, l'IA plus les robots, est-ce qu'on ne risque pas d'engendrer des monstres incontrôlables? Oui, carrément. Alors c'est vrai que moi je fais une thèse sur ce sujet depuis quelques années et c'est souvent la question qu'on me renvoie tout de suite, la peur des robots qui vont dominer le monde. Alors, tout de suite en écho avec l'échange aussi avec Raphaël et Emmanuel, les robots, qu'on soit très clair, n'ont pas d'intention. Ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas de plan de carrière, ils n'ont pas prévu de dominer le monde. Donc à part effectivement dans Terminator et dans toutes les séries qui comportent des robots actuellement où ça se termine toujours mal. Oui, mais on a des robots apprenants. Voilà, donc plus sérieusement, effectivement, donc pour finir sur la définition entre IA et robot de tout à l'heure, donc le robot en fait va être une plateforme qui embarque ou pas de l'IA. Donc déjà, très concrètement, aujourd'hui, dans les robots qu'on a à disposition dans notre quotidien et dans le professionnel, on peut être sur juste des automates qui ont été préprogrammés pour dire une phrase, pour faire un accueil. Il n'y a pas encore de robots complètement autonomes, ça n'existe pas. Et en plus, c'est encore très très cher en termes d'accessibilité. Il y a des chercheurs, effectivement, dans différentes parties du monde qui travaillent dessus. Les Français sont d'ailleurs très bons en robotique, mais ensuite, les usages réels, et notamment au travail, ne sont pas encore là. Donc de là, en avoir peur, donc le côté science-fiction et domination, soyons sérieux, il faut le mettre de côté. Bon, moi, mon parti pris, et celui de mes collègues d'ailleurs, c'est de se dire, avant toute technologie, l'idée c'est de la comprendre pour se dire est-ce que c'est utile, est-ce que ça a effectivement un intérêt pour le travail. Et donc oui, il y a plein de situations où le robot peut être bénéfique. Ouais. Et ça on va le voir parce que c'est à partir de ce moment-là où la technologie peut être acceptée. Mais on va quand même aborder cette question sur l'emploi et les robots parce que de tout temps, le mot sabotage vient un peu de là. On a jeté des sabots dans une machine d'investisserie à Lyon. Donc ça veut dire qu'on avait trop peur de la machine. Mais est-ce qu'il n'y a pas une éthique finalement? Quelle éthique
Oui, voilà, c'est ce qui est important aussi quand on dit l'intention. L'intention, elle est humaine. Donc c'est bien effectivement, jusqu'à preuve du contraire, l'homme qui est en train de créer la machine, donc à son image ou pas, s'il a effectivement des complexes peut, hein. de Dieu. Tout le monde n'est pas voilà. Dieu qui veut. Donc, Exactement. Mais en tout cas, c'est Rabelais qui disait que voilà, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc à partir du moment où c'est pas parce qu'on peut tout développer qu'il faut le faire. Donc les vraies questions, effectivement, en technologie, c'est aussi jusqu'où peut-on aller. Donc il y a plusieurs chercheurs qui se sont mobilisés. En France, il y a par exemple Jean-Gabriel Ganacha, qui est le président du comité éthique du CNRS, des chercheurs comme Laurence de Villers qui s'est positionné aussi au niveau du CERNA, où il y a une éthique de la robotique avec des propositions. Et ça, c'était avant aussi qu'il y ait donc les gouvernements sont venus un petit peu en décalé. Le politique n'a pas tout de suite non plus saisi ou détecté l'importance de ces sujets. Parce que dans l'IA, il y a aussi la question des données, donc la protection des données aussi, qui est un gros enjeu aussi dans notre monde de demain tout de suite. Le Canada était le premier pays à élaborer une charte, une déclaration de Montréal en novembre 2017, avec des principes liés à la gestion de l'IA, donc de transparence, d'éducation, effectivement de gestion des données. L'Europe y est venue aussi avec différentes commissions. Le rapport Villani en 2018 aussi a pas mal calé les choses. Les Américains aussi, avec Elon Musk ou Stephen Hawking, ont signé aussi une charte OpenAI pour essayer d'avoir une réflexion commune et internationale sur une IA for good, pour le bien. C'est aussi l'accroche de l'émission. Donc oui, c'est important et ils aimeraient effectivement qu'il y ait au moins une réflexion et un partage au-delà des frontières sur le principe de la bioéthique, mais de se dire au moins à la fois des notions d'éducation de tout un chacun pour pouvoir savoir si cette technologie elle m'est utile, elle n'est pas néfaste, et de faire des retours aussi aux concepteurs, donc que ce soit les développeurs en IA, que ce soit les constructeurs de machines et de robots, pour se dire voilà jusqu'où a-t-on le droit d'aller. Alors voilà, on a fixé le cadre. Vous prenez pour de la technologie, IA, robots, etc., au service du progrès finalement, au service des entreprises. Est-ce qu'on peut dire que l'IA et les robots, pour reprendre aussi la thématique de cette émission, peut rendre l'entreprise désirable ? Oui, dans le sens où effectivement, à partir du moment où elle est au service de la performance de l'entreprise et du mieux vivre, du mieux travailler ensemble, elle peut rendre cette entreprise attractive. Alors, donc pour deux raisons, puisque d'une part, l'entreprise va fonctionner et elle peut être vraiment au service de l'humain dans un certain nombre de tâches. Donc on parlait effectivement des temps modernes. C'est vrai que dans l'industrie, les acceptations des robots ont été assez évidentes sur tout ce qui est effectivement port de charge, activité dangereuse. Ça fonctionne très bien aussi en médecine chirurgicale, où pour autant, à un moment donné, on s'est dit, là, avec la place du médecin, jamais ils ne vont accepter d'être secondés par une machine. Et en réalité, il y a tellement de bénéfices en termes de limitation des risques post-opératoires. On a des interventions qui peuvent se faire, qui ne pouvaient pas se faire avant, que là, le robot est très bien accepté. Dans les métiers effectivement là, de nos auditeurs et les miens, dans le côté service, c'est moins flagrant, puisqu'on est sur des métiers dits de production intellectuelle. Donc là, il y a une gêne, puisque là, on en vient à se dire il y a une concurrence entre la machine sur le plan effectivement du cognitif. D'où cette importance de l'esprit critique et d'être capable, avec l'éducation, de savoir comment je peux l'utiliser, qu'est-ce que je veux utiliser. Et donc les retours qui sont faits, c'est que dans les services, par exemple dans le métier des ressources humaines, qui est celui que j'exerce aussi le plus, l'IA peut nous faire gagner du temps sur un certain nombre de tâches très chronophages, comme analyser des données, faire des propositions. Et là, on va gagner quand même. Si je comprends bien, quand quelqu'un trouve que ces technologies sont utiles, vous évoquiez un exemple de robot industriel, j'en ai un en tête, c'est le robot qui est rentré pendant l'incendie de Notre-Dame. Oui. Pas moyen de mettre des pompiers à l'intérieur, c'est un robot qui est fabriqué à La Rochelle. Oui. Voilà, et là on a trouvé ça formidable parce que ce robot était capable de détecter des points de chaleur et d'envoyer exactement l'eau là où il fallait. Et donc c'est ça qui m'intéresse dans le niveau d'acceptation de ces technologies par les collaborateurs. Donc il y a déjà l'utilité et peut-être la facilité, je ne sais pas. Quels sont les éléments? Parce que je crois que d'ailleurs vous travaillez beaucoup, vous faites une thèse là-dessus. Oui, bientôt fini, j'espère, mais effectivement, ce que les chercheurs qui m'ont précédé ont démontré, c'est que pour accepter une technologie, il y a deux critères très simples. C'est l'utilité perçue par l'utilisateur et l'utilisabilité, donc la facilité d'usage. Donc cette technologie, est-ce qu'elle est utile? Est-ce que je peux l'utiliser moi-même facilement?
Et ça, ce sont déjà des ingrédients qui vont être un bon critère d'intention de l'utiliser au travail. Sachant qu'il y a un paradoxe aussi, puisque comme on le disait, l'IA est déjà dans mon quotidien, les robots, de façon réelle, concrète, pas encore tant que ça, mais je les croise. Et il peut y avoir, on parlait de l'entreprise attractive, il peut y avoir des fois une déception de ne pas trouver non plus tous ces outils-là dans mon lieu de travail. Donc c'est important aussi que les entreprises qui nous regardent s'emparent de ces sujets pour voir quel est le degré vraiment de besoin. Parce qu'il y a eu effectivement, je ne vais pas dire quelques erreurs, mais les fameux robots qui étaient sur roues, qui étaient les robots d'accueil dans les gares, les choses comme ça existe un peu moins. Je ne vais pas citer le nom du robot, mais ça existe un peu moins aujourd'hui. On l'a en tête. Il y a des expérimentations effectivement intéressantes. Alors, ceci dit, la pandémie a ramené quand même aussi l'intérêt du robot humanoïde, puisqu'on parle de ce sujet. Donc, vous m'interpellez tout à l'heure sur le côté robot social. Le robot social, il s'appelle comme ça parce qu'on est sur la question justement de ramener de l'interaction avec l'humain. Ce sont des robots dits de service qui sont là pour être justement en appui de nos activités quotidiennes. Contrairement au robot industriel, on a plutôt des bras robotiques. Là, le robot social, il a aussi une apparence humanoïde, même si les concepteurs prennent en compte le fait que ça ne doit pas être trompeur. On est sur un robot, on sait que c'est un robot, il ne singe pas l'humain. Mais du coup, il a pu permettre aussi, on l'a vu sur des salons, par exemple professionnels, aider à la détection du masque en appui. Il ramène aussi un intérêt sur cette question de la distanciation physique qui nous est imposée. Et donc, voilà, ce robot-là va peut-être revenir un petit peu plus d'actualité, mais... Alors, on sait à peu près le degré de connaissance des collaborateurs sur l'IA, les robots, où ils restent encore sur leur confiance par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure d'ailleurs. Oui, alors c'est assez variable selon les secteurs d'activité. Pour autant, avec mes collègues, on a fait une étude l'an dernier avec notamment aussi Top Employeur sur des données chiffrées, sur les pratiques en entreprise et notamment si on prend les métiers RH. Alors qu'on a des logiciels dans beaucoup d'activités quotidiennes, notamment pour la gestion des données ressources humaines, donc plus de 80% des entreprises auditées étaient équipées, moins de 50% ensuite des collaborateurs étaient formés à l'exploitation pertinente de ces données et seulement 20% avaient vraiment accès aussi à l'intégralité de ces ressources pour en faire quelque chose d'utile pour leur activité professionnelle. Donc il y a un décalage entre les ressources qu'il y aurait, de toutes les données qui existent. On est encore un petit peu... certains sont frileux, d'autres ne sont pas forcément encore informés de tout ce qui est possible de faire. Parce que voilà, c'était le point noir qu'on évoquait tout à l'heure. Je ne connais pas la machine, j'en ai peur, elle risque de me faire perdre mon job, donc j'y vais pas. Justement, Livia, les RH sont-elles sensibles à ces transformations, c'est-à-dire les technos arrivent, on va parler des métiers et des carrières tout à l'heure, mais est-ce qu'elles sont sensibles, prêtes tout simplement à accompagner leurs collaborateurs dans ce contexte? Alors c'est difficile de parler en général, effectivement ça va dépendre un petit peu des pratiques, mais c'est vrai qu'il y a un contraste entre effectivement toute la dimension réglementaire, les RH sont encore confrontés à pas mal d'évolutions sur ces sujets-là et sont amenés effectivement à décliner la législation, sont garants effectivement de sa question des données et en même temps doivent aussi recruter des esprits libres et accompagner toutes ces transformations-là. Donc avant même de pouvoir accompagner la transformation des métiers qui sont donc pour partie impactés aussi par les nouvelles technologies, ils doivent aussi eux-mêmes amorcer leur propre transformation. C'est pour ça que moi je suis vraiment fervente défenseur de cette question de l'éducation à la technologie pour la comprendre. C'est devenu la programmation est aujourd'hui enseignée dès le primaire à nos enfants, pour ceux qui en ont, c'est au programme du collège. Quid de tous ceux qui sont adultes déjà en ce moment sur le terrain du travail, et c'est vraiment aussi moi, à eux que je m'adresse. Comment on fait pour pouvoir justement se forger sa propre opinion et en faire un atout, pas le subir. Parce que quand on parle effectivement de choix, j'utilise Google ou pas, à la limite chez moi je vais choisir, mais dans l'entreprise, il ne faut pas oublier qu'il y a des outils qui sont là, qui me sont proposés, qui font partie de mon pack de travail. Donc en tant qu'RH, je n'ai pas forcément non plus la main sur tout. J'imagine que les jeunes générations se posent moins la question quand même. Oui, alors...
ils ont cette question de l'usage au quotidien. Paradoxalement, on l'a vu aussi, je pense que tu peux en parler Jean, mais on l'a vu chez les étudiants, il y a un paradoxe aussi parce qu'on leur a proposé justement de travailler en ligne, de suivre des formations en ligne et en fait, il n'y a pas toujours transposition de cet usage du numérique dans les pratiques de travail. Alors il y a des attentes, bien sûr, vis-à-vis de l'entreprise. Donc si on veut parler d'une entreprise attractive, il faut aussi prendre en compte ces attentes-là. Mais pour moi, c'est pas une question de génération, c'est vraiment une question de pratique au quotidien. Et qu'est-ce que... J'ai une question très pratique qui est arrivée là. Oui. D'un téléspectateur qui nous dit comment gérer ces nouvelles relations distancielles et de plus en plus déshumanisées. Il parle du télétravail et il nous demande qu'est-ce qu'on peut utiliser, comment les outils finalement, ordi et robots pourraient nous aider. Oui, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, paradoxalement, on pourrait penser que la technologie oblitère un peu l'humain, et au contraire, ça peut être un vrai outil de reconnexion. On l'a vu, cette question de télétravail forcé qu'on a vécu, en plus mondialement, l'an dernier, a mis au jour aussi des fractures numériques. On a vu que l'équipement n'était pas le même partout, que ce soit dans le quotidien ou pour travailler. Et c'est vrai que des outils comme les robots, dans la mesure où ils sont à la fois les objets connectés, donc je peux leur parler moi en langage naturel, par exemple, si vous avez testé une enceinte connectée, je peux lui dire lance le webinaire performance de ce matin, parce que moi je suis pas trop à l'aise avec l'école, etc. Ça peut me permettre de participer à des actions numériques qui sont aujourd'hui là disponibles. Aujourd'hui, les écrivains publics, par exemple, proposent leurs services, plutôt que d'écrire des courriers à la main, proposent des services d'aide à la connexion, parce qu'aujourd'hui, vous devez déclarer vos impôts, ça passe pour tout le monde maintenant sur Internet, quel que soit votre âge ou votre... Et dans toutes ces entreprises aussi. Exactement. Vous évoquiez l'amour du robot. Il y avait une question qui était: dans quelle mesure estimez-vous que la robotisation interroge la nature de la valeur, mais alors là j'imagine professionnelle, créée par l'humain dans l'entreprise? Sous-entendu, le robot risque-t-il de me dépasser? Quel est le seuil à ne pas dépasser? C'est intéressant comme réflexion, mais j'ai pas de réponse moi. Oui, mais à nouveau, il y a eu même des propositions politiques de taxes robots qui viendraient compenser le remplacement de certaines activités par le robot, le salaire. À nouveau, ça rejoint à la fois le politique et les choix stratégiques. Donc, c'est comment on encadre tous ces développements, quelles questions on se pose ensemble. Et voilà, c'est important de réfléchir à des usages réels et concrets. Le dépassement, c'est juste si on lui donne ce pouvoir-là. Et on parlait de révolution industrielle en introduction. Enfin, si vous prenez la première séquence de 2001, Odyssée de l'espace, où on voit le passage du singe à l'homme, de tout temps, c'est l'outil qui a émancipé l'homme. Donc, on ne va pas dire pourquoi tout d'un coup on n'utiliserait plus des outils, parce que cet outil maintenant me ferait peur. Donc, il faut considérer la machine comme un outil, et donc c'est moi qui lui donne ce rôle-là ou sa place dans le travail. Mais bien sûr, les métiers vont évoluer, vont changer, mais ça c'était déjà le cas avant, et on ne va pas forcément revenir en arrière. Ce que je n'ai pas non plus abordé là, c'est que l'outil nous permet aussi justement d'interagir avec notre environnement. Et donc, quand on parle de l'entreprise de demain et des préoccupations, il faut aussi réfléchir à la question justement de l'impact écologique. Alors les technologies ont aussi un coût, aussi bien en temps de développement, en accessibilité, mais il y a aussi un coût, un impact écologique. Les serveurs, là le fait qu'on était tous aussi à distance, donc il y a aussi des réflexions de développement sur le low-code, sur comment ne moins impacter aussi l'environnement avec la création de ces machines. Donc des machines qui seraient polyvalentes, qui seraient capables de faire plein de choses, ce serait extrêmement coûteux et bon, on peut décider d'aller là-dessus, mais pas forcément avec un intérêt. Voilà, l'intérêt une machine, c'est pour faire quelque chose pour une mission précise. On parlait de l'impertinence raisonnée, c'est aussi le développement technologique raisonné. Ça n'a aucun intérêt que de développer une machine ultra puissante sur une activité qui n'apporte rien à... Clairement. Je trouve que tout ça est passionnant. Ça pose pour moi la question des biais cognitifs de manière très forte, de la formation de ceux qui programment, de ceux qui vont programmer toutes ces machines demain, de leur connaissance d'eux-mêmes. Souvent, on n'est pas forcément sur des profils qui ont été formés à bien se connaître eux-mêmes, à avoir une intelligence de l'autre aussi, parce que ça demande des clés aussi de réflexion. Et ça, pour moi, c'est un véritable enjeu. Et il y a un deuxième enjeu que je vois, c'est le rapport à l'humour, le rapport au second degré,
quel rapport à l'humour aura cette machine, quelle compréhension. Alors il y a des chercheurs qui de nos travaillent sur ce subtilités. sujet, justement, notamment Laurence de Villers, sur cette question de proposer, en tout cas, travailler sur l'humour en étant très clair, donc sans qu'il y ait d'ambiguïté, sur le fait que c'est bien une machine, hein, pas de créer d'interrogation de l'humain. faux Mais rire. en tout cas, pour cette notion de parler d'intégration aussi dans une équipe de travail, ce sera plus agréable d'avoir un robot qui est capable quand même un petit peu de rebondir, hein, parce que vous parlez de Siri, c'est quand même très vite limité, hein, quand vous avez fait 2-3 interactions et que le truc il répond à côté, on arrête. Donc c'est vrai que dans l'enjeu de l'acceptation dans la durée, il faut que ces robots d'interaction soient capables de tenir un tout petit peu, mais ça fera de toute façon la différence très très vite. C'est les humains qui ont un problème avec l'humour, pas les avec robots. hein. l'humain. On verra demain. On a à bien fait. remarqué que ces technologies vont avoir un impact sur les carrières. Avant de vous donner plus longuement la parole, Jean Pralon, déjà peut-être un petit commentaire sur ce qui vient d'être dit ici. Oui, alors à l'instant, je me rappelais qu'il y a d'humain que parce qu'il y a des outils. L'humain est le seul animal qui décuple sa capacité d'action sur le monde parce qu'il invente un avion pour voler alors qu'il ne sait pas le faire naturellement. Ma deuxième remarque, c'était que ce qui me passionne dans ce que tu dis et qui m'intéresse par ailleurs dans des recherches qu'on mène avec mes collègues, c'est l'usage. Ce que fait l'algorithme est une chose très technique, c'est aussi biaisé, hein, ce que tu disais, mais le problème, c'est comment les utilisateurs vont s'en servir. Et surtout, comment ils vont se construire une compréhension de ce que fait la machine. C'est une boîte noire, la machine, pour l'utilisateur. On lui donne des données, il se passe des trucs, et puis ça sort. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment ils vont comprendre, hein, comment ils vont se donner des images de ce qui se passe dans la boîte noire, et comment cette compréhension-là est elle-même génératrice de biais. C'est-à-dire comment, en ayant une image erronée, peut-être trop frileuse ou trop confiante de ce que fait la machine, je vais lui demander des choses et lui faire une confiance qui est exagérée par rapport à ce qu'elle peut vraiment faire. Et c'est vrai que quand vous parliez de peur, il y a aussi vraiment cette forme de complexe de certains humains vis-à-vis de l'IA va forcément comprendre mieux que moi, être plus forte que moi. Il y a une autre chercheure qui s'appelle Amélie Cordier qui a eu cette image très intéressante justement par rapport à la voiture, de dire voilà, pour conduire une voiture, vous devez passer votre permis. Donc vous apprenez à conduire la voiture. Par contre, vous n'êtes pas un expert en mécanique. Donc pour l'IA, c'est pareil. Il n'y a pas besoin de comprendre tout ce que fait l'algorithme. Par contre, un minimum de connaissances, effectivement, pour savoir ce qui va en sortir et comment on peut l'utiliser. Enfin, ces craintes sont toujours là. Hein. Je reprends des questions, je ne vais pas toutes vous les poser, mais ce sera la dernière. vois que les Je ne vais même pas France vous la sont poser parce qu'il faut que je donne la parole à Jean. Mais par exemple, le recrutement assisté avec des entretiens vidéo réalisés par des robots, sont-ils fiables? Voilà, vous voyez ce genre d'interrogation. Bah non. La réponse Non, est mais non. ce qu'il faut Bah, tenir, c'est la que réponse est l'humain non. est toujours aux commandes. Donc voilà, c'est un appui. Bien sûr, ça on a bien complète, compris. et puis, Et d'avoir voilà. effectivement cet esprit critique. Alors on a parlé un peu du monde d'après, on va parler des carrières d'après, c'est parti. Et c'est avec vous, Jean Pralon. Alors, parler de carrière, excusez-moi, quand on a évoqué ce sujet, pour moi, la carrière, c'était les cadres aujourd'hui qui ont passé la cinquantaine, c'est un projet de vie, je fais ma carrière et tout. Et là, vous êtes en train de me dire, non, on va parler de la carrière d'après. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des éléments du monde d'avant qui vont y rester. L'emploi à vie va sûrement rester dans le monde d'avant. Pour des raisons économiques qu'on connaît bien, c'est compliqué d'avoir la visibilité sur des périodes de temps tellement longues qu'on peut promettre l'emploi à vie. Ce qui va rester sûrement dans le monde d'avant, c'est la carrière du manager, parce qu'il y en a de moins en moins. L'organigramme, il y a 20 ans, c'était plein de couches. Aujourd'hui, c'est 2-3 couches, pas plus que ça. Et puis, les jeunes cadres, les cadres en général, n'ont plus du tout envie d'être managers, et ils ont sans doute raison, parce que c'est un boulot compliqué. Ce qui est compliqué aussi, c'est la tolérance qu'ont les salariés à ce que l'organisation d'une entreprise leur impose des choses. C'est la dépendance ou la contrainte de la décision de l'organisation, de sa forme sur la destinée individuelle. Et puis enfin, ce qui va sûrement rester dans le monde d'avant, et ça c'est plutôt une bonne chose, c'est l'image du chômeur, le chômeur stigmatisé, le chômeur rejeté, le chômeur en marge de la société, va rester sûrement dans le monde d'avant. Apparaît aujourd'hui l'image de celui qui est en pause, en transition, en réflexion, qui n'est plus le chômeur stigmatisé comme on le voyait avant. Ça, c'était le monde d'avant. Ça, c'était alors, on va parler du monde d'après, parce que si vous me dites qu'il y a beaucoup d'éléments qui disparaissent dans la perception que l'on pouvait avoir de sa carrière, est-ce qu'on les remplace Alors, ou est-ce qu'on les oublie et puis on fait autrement? Alors d'abord, il y a des choses qui les remplacent et qu'on ne souhaite pas. C'est-à-dire qu'à bas bruit, discrètement, sans qu'on le maîtrise, sans qu'on le gère, il y a des croyances et des idéologies qui montent et qui finissent par remplacer ce que j'ai appelé le monde d'avant et ce qu'on pourrait y laisser. La première, et c'est très lié au télétravail, c'est la reviviscence d'un courant patronal qui date des années 90, qui était très popularisé par Jack Welch. Alors Jack Welch, patron mythique de General Electric,
qui était le porte-parole d'un mouvement qui s'appelait Boundariless Organizations. Et dans Boundariless Organizations, c'est 90 aux États-Unis, l'idée fondamentale, c'était on va libérer le travail. Et dans l'esprit d'un patron comme Jack Welch, libérer le travail, ça voulait dire... Pardon ? C'était l'open space? Alors, dans libérer le travail, c'était pire que ça. C'était décloisonner, découpler travail et lieu de travail, travail et contrat de travail, évidemment, c'est-à-dire assouplir toutes les frontières qui, dans leur esprit, avaient des conséquences sur la créativité, l'innovation, etc. Et c'est devenu chez nous Boundaryless Careers, donc un courant très populaire, qui, au fond, fait aujourd'hui de l'individu l'auteur, le responsable de sa carrière, de sa réussite professionnelle, bref, qui fait peser sur les individus des causalités qui, peut-être, ne sont pas vraiment celles qu'elles devraient. Mais enfin, c'est pas si négatif que ça, parce que ça rejoint quelques idées qu'on a évoquées tout à l'heure de liberté, finalement. Alors la liberté, oui, mais comme on l'a dit tout à l'heure, les règles font la liberté. Oui, c'est vrai. Les règles font la liberté, et celles-là, en l'occurrence, vont un petit peu trop loin dans la responsabilité qu'on peut faire peser à un individu. Est-ce que vraiment je suis le responsable complet et définitif de ce qui m'arrive, de mon accès au marché du travail, de ma réussite professionnelle? Sûrement pas. Et ça met en scène cette figure très populaire aujourd'hui, qu'il faut peut-être relativiser, c'est l'image du talent, et donc de l'artiste. Quand McKinsey, le cabinet McKinsey a eu ce coup de génie, de marketing principalement, qui est de parler de talent, ils sont allés chercher la métaphore du talent et de l'artiste, et donc ils ont pensé le salarié en artiste. Ils ont évidemment mis en avant la réussite, la créativité, l'innovation, donc l'artiste, avec tout ce qu'on peut imaginer du génie de l'artiste. Ça voulait dire aussi un monde binaire, ceux qui ont du talent par naissance et ceux qui n'en ont pas. Ça voulait dire aussi un monde inégalitaire. Dans le monde de l'art, il faut vraiment savoir ça, il n'y a pas de classe moyenne. La particularité du monde de l'art, la différence entre le monde de l'art et le monde du salariat, ou le monde des salariés ordinaires, notre monde à nous ici, c'est que chez les artistes, il n'y a pas de classe moyenne. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont très successful, et puis il y a des gens qui sont beaucoup plus modestes et beaucoup plus humbles. Et dans le monde de la télévision, dans le monde des arts, dans le monde des médias en général, on observe ça. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, et puis des gens qui sont beaucoup plus les précaires de ces mondes-là. Donc le monde de la carrière vanté, mis en avant avec cette idée de talent, est un monde qu'on pourrait relativiser, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas certain qu'on veuille tous appartenir dans un monde dans lequel il n'y a pas de classe moyenne, et dans lequel finalement, qu'on réussisse ou qu'on ne réussisse pas, c'est une question de performance individuelle, de talent individuel, alors qu'il se passe autour plein de choses qui sont les marchés du travail, le management, les organisations, et puis les opportunités, etc. Et puis j'ajoute aussi que cette idée de Boundaryless Organization, le recours au projet professionnel, c'est très postmoderne évidemment, donc ça renvoie l'individu à lui-même, et ça l'incite à aller fouiller au fond de lui-même les moyens qu'il pourrait trouver pour être le héros de sa vie. Alors évidemment, quand on cherche au fond de soi-même, on trouve en général pas grand-chose. En tout cas, moi, c'est ça. Et ça me pose un peu problème. Et puis, je pense à la phrase de Scott Fitzgerald, « Montrez-moi un héros, je vous montrerai une tragédie ». Ça revient un peu à ça. Plus on se cherche en tant que héros, plus on risque de trouver soit pas grand-chose, soit au fond une tragédie. Ouais, mais la question que je me pose, effectivement, héros de sa vie, j'aime beaucoup, mais qu'est-ce qu'on veut? C'est ça, aussi basique, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche finalement? Alors d'abord, il faut aussi se débarrasser de ce qui imprègne notre imaginaire collectif, et qui est la fiction hollywoodienne, et une fiction hollywoodienne particulière, qui est la fiction post-apocalyptique. Pour le dire autrement, Hollywood, depuis assez longtemps, nous produit un imaginaire qui est celui dans lequel, au fond, tout va bien, l'humanité vit sa vie normale, mais pendant ce temps, il y a des méchants soldats et des méchants savants qui préparent des choses terribles. Et puis tout d'un coup, la guerre éclate, les aliens débarquent, la pandémie mondiale se répand, et puis les robots dominent le monde, et donc tout va mal. Alors pour ce point-là, je vous invite à regarder une série américaine que je ne trouve pas très bonne en général, mais qui s'appelle The Last Ship. Et dans The Last Ship, on découvre dans le premier épisode exactement ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un bateau qui part en mer, qui coupe communication avec la Terre, et puis quand il reprend les communications avec la Terre, une pandémie mondiale a ravagé la planète et il faut sauver le monde. Et on y voit le bon savant qui va réparer tout le monde, le bon soldat qui va l'aider, et puis le méchant soldat et le méchant savant. Et ça, c'est finalement l'image qu'on a du monde aujourd'hui, c'est ce que tu disais. On a le bon scientifique qui fait de bons robots, le méchant scientifique qui fait de mauvais robots, et puis on a un imaginaire rempli par l'idée que, au fond, la science nous dépasse, et ce qui se passe dans nos têtes est très compliqué parce que finalement, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans ces machines. Alors, avec ma collègue Marie Peretti, on fait des entretiens avec des jeunes qui recherchent des emplois. On regarde comment ils utilisent les algorithmes, les plateformes que tu connais. Et on s'est rendu compte que le thème dominant, c'est la chance. C'est-à-dire que les propos des jeunes, c'est pas j'envoie un CV et j'attends ma réponse, c'est si j'ai la chance que mon CV soit retenu, si j'ai la chance que, etc., etc.
Ce qui signifie que ce monde technologique, robotisé, algorithmé qu'on connaît, il est compris par les gens plutôt sur le registre de la chance. Alors c'est un problème quand même, parce que plus le monde est technique, plus l'imaginaire qu'on utilise, post-apocalyptique, c'est celui du hasard, du chaos, de la chance, de gentils robots, de méchants robots qui vont dominer le monde. Alors ça pose quelques différents problèmes, parce qu'on pouvait y voir des modes de libération, du progrès, des possibilités de gérer mieux sa carrière grâce aux algorithmes, etc. En réalité, ça provoque chez les gens un sentiment de surveillance, hein, le panoptique de Foucault, hein, combien faut-il de personnes pour en surveiller 100, une peut-être si le monde autour est organisé comme tel, et puis même 0 si tout le monde pense qu'il y a un gardien et que tout le monde surveille. Bon. Donc ça provoque des sentiments d'irréalité, d'irrationalité, et ça, sans doute qu'il faudrait essayer d'y mettre un peu bon ordre. Ouais, mais ça suscite beaucoup de questions ici et là. Les salariés qui ne savent pas, cadres, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire demain parce que les métiers changent, la technologie arrive, etc. Je comprends cette inquiétude, et là vous leur dire, on va voir après le mode d'emploi, mais je comprends cette peur. J'avais même une question d'un téléspectateur qui nous dit: l'entreprise classique va-t-elle disparaître avec les nouvelles formes d'emploi des auto-entrepreneurs, faute de candidats à un CDI? Je trouve ça un peu direct, hein, parce que... Alors peut-être qu'on pourra réussir un jour, malheureusement, à convaincre les salariés qu'il faut vraiment qu'ils soient auto-entrepreneurs, donc on n'aura plus de candidats à un CDI, j'espère que non. Moi, ce qui me paraît important, c'est de mettre au centre de la réflexion et d'en rendre dans quoi faire. Hein. Oui, exactement, c'était l'enchaînement, comment on fait ça, quoi, finalement. On pourrait y mettre une analyse de ce que c'est que le travail. Alors, moi je lis beaucoup, j'aime beaucoup qu'on lise et qu'on relise Matthew Crawford, alors, philosophe américain, prof à Harvard, conseiller d'Obama, qui tout d'un coup cesse de faire ça pour aller réparer des motos. Et dans Éloge du carburateur, j'ai dit qu'on parlait de carburateur. Ça y est. Donc dans Éloge du carburateur, c'était là. Dans Éloge du carburateur, Matthew Crawford raconte que la stimulation intellectuelle qu'il a devant une moto à réparer, alors qu'il ne la connaît pas, est 1000 fois plus intéressante que celle qui consiste à faire des fiches pour Obama. Quand je suis devant une moto que je ne sais pas réparer, ça me stimule intellectuellement 1000 fois plus que d'avoir à faire une fiche pour Obama. Il l'explique aussi et il ajoute que ça mobilise chez lui une éthique du travail. Il est le seul devant la moto, devant sa capacité à la réparer, et donc il a la liberté d'agir comment il le veut. Donc le deuxième ingrédient, c'est ça: 1, une stimulation intellectuelle, 2, une éthique du travail. Et puis il ajoute, ce qui relève des mobiles, en psychologie on appelle ça des mobiles. Les mobiles de l'action, c'est l'imaginaire qu'il partage avec le possesseur de la moto. Et il dit, quand on est vendredi après-midi et qu'un type vient avec sa moto en panne, alors qu'il veut partir en week-end, quand je la lui rends réparée, qu'il peut partir en week-end, il a des yeux éclairés incroyables. Et ça me remplit 1000 fois plus de joie que de parler devant mes étudiants, et je peux comprendre ce qu'il veut dire par là. Donc l'action, le travail, c'est des buts, des mobiles, et la carrière, c'est ça. C'est la relation entre les buts et les mobiles. C'est pas uniquement faire aujourd'hui, c'est voir comment l'action se propage et se développe à moyen ou à long terme. Dans le cas de la piscine dont je parlais tout à l'heure, de la natation, c'est la même histoire. Yves Clot raconte que devant des élèves de collège, on leur avait dit: vous allez faire de la piscine, et puis qu'après 10 séances de piscine, vous irez faire autre chose. Personne n'apprend à nager. Et on change la consigne, on leur dit: vous n'irez faire autre chose que quand vous aurez appris à nager. Et donc, évidemment, du coup, tout le monde apprend à nager. C'est pareil. L'action, le sens de l'action se dégage du rapport entre ce qu'on fait là et ce qu'on fera après. C'est la même idée pour les carrières. Ce qu'on fait là prend sens par rapport à ce qu'on fera après. Et c'est beaucoup plus pertinent de le penser comme ça, d'imaginer le sens de la carrière et du long terme par rapport entre ce qu'on fait là et ce qu'on fera après, que de le penser comme on le fait souvent, de façon très angoissée, en se disant: qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais devenir? Là, on le prend sous un angle beaucoup plus positif, qui est de se dire finalement qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, et comment le sens de ce que je fais là, pour qu'il existe, se crée dans la relation entre ce que je fais là et ce que je ferai après. Il faut une sacrée dose d'impertinence quand même. Si je On y revient toujours. Ouais, on y revient toujours. Mais est-ce moi j'aime beaucoup ce que je fais là, ce que je pourrais faire après. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a un travail d'introspection finalement? Parce qu'il y a des gens qui sont en poste, je le disais tout à l'heure, peut-être moins le cas pour les jeunes générations, mais qui se disent: ouais, mais moi j'ai toujours fait ça. C'est très français ça, de toute façon. On aime bien les étiquettes comme ça. Mais moi j'ai toujours fait ça, je ne me sens pas capable de m'adapter à la nouvelle donne. Les entreprises se transforment très très vite, les technologies arrivent. Quelle est ma carrière lorsque j'ai la quarantaine, quoi? Vous voyez ce que je... Ouais.
Alors, je sais bien, j'imagine qu'il n'y a pas un modèle et un questionnaire, mais il y a peut-être un travail à faire. Ce que je fais là, c'est ce que je ferai après, je trouve ça très intéressant. Alors ça fait un lien très direct avec ce que j'avais envie de dire sur le bénéfice de la carrière pour les organisations. J'ai parlé avant de bénéfice pour les individus, en disant que ça crée du sens. Pour les entreprises, ça change tout d'être, par exemple, un vendeur dont il ne sait pas s'il sera là encore 15 jours après, que d'être un vendeur qui veut comprendre son client, lui parler, le fidéliser, et donc être défenseur d'une éthique du travail, de la relation qu'il veut avoir avec ses collègues et ses partenaires. Et c'est vrai on peut le généraliser dans n'importe quelle organisation, le sens que prend la présence durable, l'engagement que ça signifie, l'attachement à des valeurs, y compris parfois la résistance à des comportements de dirigeants ou d'actionnaires qui sont plutôt alignés sur le cours de bourse. Ça amène à se comporter différemment et avoir une vision du travail qui est extrêmement bénéfique pour les entreprises. Les récits sont extrêmement nombreux de cas où les entreprises sont rénovées du bas vers le haut parce qu'un vendeur, un ingénieur, un collaborateur aura vu et aura construit par l'engagement qu'il a avec l'organisation une perspective, une innovation, un renouveau qu'il n'aurait pas inventé s'il s'était imaginé ne rester que pour quelques semaines. Et cette imprégnation du durable, de l'engagement, et parfois d'une forme de conservatisme dans les pratiques, mais qui fait sens, peut aussi être imprégné et se retrouver à différents niveaux de la hiérarchie, et ça fait vraiment sens. Donc pour les organisations, il y a un bénéfice à s'engager durablement et à rénover de l'intérieur la relation collaborateur-salarié. C'est ça aussi pour les entreprises d'idées de carrière, c'est construire de la durabilité dans la relation. Et puis c'est aussi préserver des techniques et des cultures. Une organisation, ce sont des cultures, donc c'est des façons de voir le monde. Et plus le monde est compliqué, plus il est incertain, plus il est complexe, plus le rempart, ce sont des visions partagées, ce sont des croyances partagées, un imaginaire partagé, des finalités partagées, et ça, ça se construit dans la durée, et pas dans le court terme. Ouais. Et c'est intéressant parce que, effectivement, à l'heure où il y a beaucoup de turnover, c'est l'image de l'entreprise, la marque employeur, pardon, je viens du monde de l'économie, donc je suis plus là-dessus, la marque employeur, et ça rejoint la thématique de cette émission, elle doit être désirable, cette entreprise. Il nous reste quelques minutes. Jean, vous voulez rajouter autre chose sur, pendant des heures, si vous voulez. Ouais, non, peut-être pas, parce qu'il nous reste un gros quart d'heure. Ce que j'aimerais, c'est que, peut-être une réaction sur ce qui a été dit, et puis un rajout, et qu'on s'achemine tout doucement vers un mini truc en conclusion. L'organisation sait gérer les carrières, les individus apprennent à le faire, mais mon hypothèse fondamentale, c'est que gérer sa carrière dans ce monde-là, c'est nécessaire, mais trop compliqué pour les gens. Et donc c'est un métier nouveau. Et pour ça, il faut des tiers de confiance. Les tiers de confiance, ce sont à la fois des gens dont c'est le métier, mais c'est aussi des données. Alors je reviens à mon propos sur les données. Les données éclairent aussi les parcours professionnels, éclairent la connaissance de soi. Et donc là, il y a un vrai sujet sur les tiers de confiance qui sont des experts ou des données qui viennent apporter aux individus la connaissance et le conseil que sinon ils ne sauraient pas se donner, ou que sinon ils se donneraient mal. Et en disant ça, je reviens sur ce que je disais un peu plus tôt, c'est compliqué pour les individus, et on ne peut pas faire peser sur les individus la responsabilité unique et exclusive de leur réussite. C'est aussi un travail collectif, ça implique des organisations, ça implique des experts. Emmanuel, parce que là on était sur carrière et profil tout à l'heure et on parlait d'impertinence, ça vous inspire quoi ce qui a été dit? J'ai beaucoup aimé l'exemple des fiches d'Obama et de la réparation de motos parce que ça fait partie dans le destin ou en tout cas dans le parcours des gens aujourd'hui d'une forme d'impertinence, de savoir changer de route, de savoir casser aussi ce qu'on attend potentiellement de nous, le chemin dans lequel on voudrait nous mettre. Le conformisme établi de là où on nous attend, en tout cas. Alors avant la conclusion et ce qu'on va laisser comme message, parce qu'on a dit beaucoup de choses, je pense que ceux qui nous suivent, qui sont des managers, qui sont prêts à recruter, vont se dire je vais où, je fais quoi, je m'y prends comment, il me faut des impertinents, il me faut des gens qui ont une carrière en tête sans être carriéristes. Parce que là, c'est comme l'impertinence raisonnée et élégante. Et puis, il faut que je fasse avec les technos. Mais cette évolution des carrières, Livia, c'est intéressant par rapport au taux d'acceptabilité, finalement, de la technologie. Ça veut dire que les métiers vont changer, ça on l'a déjà abordé à plusieurs reprises, c'est un fait. Mais ça veut dire aussi que améliorer sa carrière, faire développer sa carrière pour du mieux. Donc, la techno, elle est qu'un élément parmi tant d'autres pour améliorer le confort. Du confort, tout à fait, oui. Ouais. Donc c'est là où je trouve ça intéressant parce que tout ça va de pair et c'est peut-être le boulot des RH, vous y travaillez là-dessus, de travailler sur la carrière.
Oui, puis les RH, c'est dans leur mandat, mais c'est vrai que les réflexions qu'on porte là ensemble, aujourd'hui, effectivement, elles s'élargissent aussi sur la raison d'être de l'entreprise, sur la responsabilité sociétale. Donc on voit bien que les frontières, elles se rejoignent aussi entre effectivement mes valeurs individuelles, mes convictions, comment on peut vivre ensemble quand même dans l'entreprise, même quand on est à distance. Donc voilà, tout ça, c'est bien une réflexion collective sur où est-ce qu'on veut aller ensemble, en fait, et au service de la performance. Comme on l'a dit, on est pragmatique. Si on veut que les entreprises continuent, entreprises et structures d'ailleurs, continuent à fonctionner, il faut qu'elles aient aussi une performance économique. Mais l'autre aspect que je retiens aussi dans nos échanges, c'est que, et l'exemple effectivement de la moto est éloquent, c'est qu'il y a la question aussi du plaisir perçu. Quel plaisir j'éprouve aussi dans ce travail. Et quand à un moment donné, je me rends compte que c'est plus ça, voilà, est-ce que j'ai le courage de changer de carrière ou pas, ou de dire qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je veux faire. C'est ce qui nous rend humains. Je suis sûr qu'une machine prenne du plaisir à travailler. Non, elles sont pas conçues pour ça, et ce serait un leurre que de nous le faire croire. Par contre, qu'elle puisse être un outil effectivement au service de notre bien-être et de notre confort, oui, tout à fait. Donc, je vais faire un rapide tour de table sur les messages que l'on devrait, et je laisserai la conclusion finale, puisqu'il nous reste une dizaine de minutes, à Raphaël. Emmanuel, si on devait retenir quelque chose, qu'est-ce que vous diriez, peut-être même sous forme de conseil, à ces entrepreneurs qui nous regardent certainement ce matin, qui se posent la question sur la composition de leurs équipes, sur la place de l'impertinence? Qu'est-ce que vous leur diriez? J'aurais envie de leur dire d'accepter de rechercher le dissensus, d'accepter de rentrer dans une pièce en se disant plutôt que de converger, on va essayer de diverger. De penser aussi ensemble avec les équipes les libertés qu'on se donne et les libertés qu'on s'octroie. Parce qu'on ne peut s'octroyer de liberté si on ne nous la donne pas dans le cadre de l'organisation d'une manière ou d'une autre. Et j'aurais aussi envie de leur proposer de réfléchir à prendre la mesure du risque de la résignation et d'une certaine forme de silence dans le désengagement et dans la perte de performance du coup de leurs collaborateurs. Ouais, c'est exactement ça. Garder quand même cette notion de performance et de croissance par rapport à des hommes et des femmes qui derrière savent bouger les lignes, savent faire avancer la machine, savent aussi s'occuper de leur carrière. Genre, qu'est-ce que vous leur diriez effectivement? Alors je dirais peut-être trois choses. D'abord que la carrière est toujours, définitivement, inéluctablement pour moi, et je ne sais pas que pour moi, la notion à creuser dans ce monde d'après. Que c'est l'opportunité pour les entreprises de se poser sur leur raison d'être et sur la relation qu'elles veulent avoir avec leurs collaborateurs. Donc carrière, c'est en quelque sorte le vrai sujet people and business. Qu'est-ce qu'on met entre les deux? Qu'est-ce qu'on met aujourd'hui? Quelles règles on met en jeu? Quelle hiérarchie on imagine entre les gens, par exemple, comment est-ce qu'on fait évoluer les gens? Et donc quelle hiérarchie légitime on met entre eux? Donc des sujets de réussite pour les organisations, des sujets de performance pour les organisations. Et puis, sans doute, l'idée que ça correspond à un besoin fondamental et que sans prendre en compte ce besoin fondamental, on ne pourra sans doute pas faire grand-chose avec les individus. C'est intéressant ce que vous dites, ça veut dire que d'abord, l'entreprise se pose la question sur son rôle et sa raison d'être, qui est le point de départ pour analyser ses besoins fondamentaux et qui ensuite accompagnera mieux ses collaborateurs vers une carrière plus adaptée effectivement à ses besoins et à sa transformation, à ce qu'elle veut devenir. Absolument. Voilà, Livia. Eh bien, moi je vous rejoins aussi sur cette question des besoins bien identifiés. Moi, il y a une citation que j'aime beaucoup de Marie Curie qui est rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Et voilà, c'est ce que j'aimerais faire passer aussi au niveau de la technologie. Donc pour les RH, les responsables qui nous regardent, c'est regardez ce qui existe aujourd'hui, qu'est-ce qui vous est utile et qu'est-ce que vous aimeriez trouver aussi comme usage concret demain pour vous-même, pour vos collaborateurs. Et ça, c'est ce qui me semble effectivement être constructif pour des carrières ensuite acceptable, agréable, attractive pour les collaborateurs actuels et ceux de demain. Quoi. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, cette notion de plaisir quand même, qui nous distingue quand même de la machine, mais c'est quand même important de se dire, ça me fait plaisir d'aller travailler. Et de la formation, démystifier tout le côté comme ça qui peut faire peur, alors qu'il y a des choses qui peuvent être très concrètes. Merci Emmanuel Joseph Dailly de nous avoir éclairé sur l'impertinence raisonnée et élégante. Livia Baillet-Michel, on a bien vu qu'aujourd'hui les technos elles sont là pour nous aider et que si on garde notre esprit critique, là on reste humain. Et le dernier point, tout cela est en train de changer, donc pensez à votre carrière, mais pensez presque oser. Oser.
éclatez-vous. Merci de nous avoir suivis et soyez joyeux.